Maintenant, ça c'est maintenant, je crois. Alors maintenant, nous avons notre troisième intervenant. Quatrième intervenant. C'est pour voir si vous suivez. Voilà, c'est tout. Il a été une des figures extrêmement importantes, tribuniciennes, de la bataille pour le non en 2005 du traité constitutionnel européen. C'est également le candidat des 4 millions de voix de la présidentielle de 2012. C'est le député européen, grâce à qui la tribune, que je citais tout à l'heure, a pu être possible et grâce à qui ce meeting a pu être possible. J'invite maintenant Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est la surprise, hein? Merci. Bravo à vous autres dehors qui avez la patience de suivre le meeting sous vos parapluies. Un grand salut à vous. Mes amis, je ne commencerai pas ce que j'ai à vous dire après ceux qui m'ont précédé à cette tribune, sans d'abord, en votre nom à tous, saluer avec émotion Madame Simen Mohamed, coprésidente du Rojava et de Kobané, capitale de la lutte contre les fascistes du Daesh. Et saluer Madame Leila Boran, représentante des femmes yézidis martyrisées par le Daesh. Une fois de plus, mes chers amis et camarades, cette fête de l'humanité, à qui je veux adresser les remerciements les plus chaleureux et les plus profonds, aura été un moment important de notre histoire collective. C'est ici que nous avons posé les premières pierres de notre front de gauche. C'est ici que nous avons vécu ensemble tous les épisodes de notre construction politique, qui n'est pas seulement à vocation nationale. Et j'espère qu'aujourd'hui, davantage que jamais, vous aurez réalisé à quel point vous n'êtes pas seulement les protagonistes de je ne sais quelle élection locale, mais les protagonistes de la grande histoire avec un H majuscule, celle que font les femmes et les hommes qui se sentent une responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général humain. Vous êtes des Européens, vous êtes des citoyens du monde. Le monde est à la bascule et il dépend de ce que vous allez faire, qu'il tourne d'un côté ou qu'il tourne de l'autre. Souvenez-vous que chacun d'entre vous est personnellement responsable de l'issue que nous allons donner aux événements, selon que nous nous engagerons avec force ou courage, ou bien que nous nous réfugierons dans les pleurnicheries et les bisbilles politiciennes. Quel étrange jour que celui-ci. Et vous autres, les rouges, toujours le cœur plein d'allégresse, plein d'enthousiasme, prêt à pardonner toutes les fautes du passé. Je vous ai vu. Vous avez applaudi un secrétaire général travailliste, voilà qui est nouveau. Mais vous avez raison, car à chaque fois que passe une hirondelle, il faut, pour continuer le combat, croire qu'elle annonce le printemps. C'est du Labour Party qu'est partie la pourriture du blairisme qui a ravagé tout le mouvement progressiste européen. C'est les papiers Blair-Schröder pour humilier les travailleurs allemands, citadelle de la classe ouvrière européenne la plus organisée du vieux continent. C'est Blair faisant son papier avec Schröder et ensuite avec Papandréou et tous ces capitulars qui ont humilié tous les travailleurs d'Europe et fait que 10 ans après leur passage, la situation de la classe ouvrière du vieux continent est pire qu'après la guerre. Voilà leur responsabilité devant l'histoire.
Voilà ce que nous n'avons pas voulu accepter. J'étais heureux que vous applaudissiez Oscar Lafontaine tout à l'heure qui est reparti à son train. Mes amis, voilà de quelle trempe nous avons besoin. Cet homme a refusé de suivre Schröder. Il a démissionné de son poste et créé Die Linke. D'où est partie l'impulsion qui nous a permis ensuite de créer le Front de gauche. Nous sommes à chacune des étapes les héritiers et les enfants d'une histoire bien plus large que celle que nous avons accumulée dans notre pays. Vous avez entendu ces hommes vous parler tout à l'heure. Ce sont des ministres des Finances de leur pays. Alors je demande qu'on fasse le bilan, raison contre raison, programme contre programme. Pourquoi faudrait-il croire ceux qui ont mis en œuvre un programme qui a partout échoué, créé la misère et la déchéance morale et sociale de tant de millions de personnes, plutôt que ces hommes-là qui ont fait la proposition d'un autre chemin? La raison est de notre côté. La raison, pas l'idéologie, la raison. Nous ne présentons pas un plan pour notre pays. Nous ne présentons pas un plan pour la gauche. Nous présentons un plan conforme à l'intérêt général des 450 millions de personnes qui habitent à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut avoir la tête dans les étoiles pour être capable de marcher dans la boue. Voilà la tâche politique. Mais vous devez être vigilant et moins naïf souvent. Si vous voulez bien comprendre, quand bien même vous dites-vous, et vous l'êtes chacun, chacune, des personnes raisonnables, que vous avez assez vécu les uns et les autres pour savoir que dans l'existence, il faut toujours, à un moment ou à un autre, faire un compromis. Pour que le compromis soit viable, il faut d'abord qu'il y ait un rapport de force. Sans rapport de force, on ne signe pas des compromis, on signe des capitulations. Et maintenant, essayez de comprendre, en rembobinant le film de votre propre histoire, ce qui s'est passé. La construction de l'Union européenne, telle qu'elle a été rêvée, est morte. L'Union européenne est un cadavre politique pour nous. Pour les puissants et les importants, c'est une camisole de force pour tenir enfermés les peuples et contenir leurs mouvements. Mais nous qui sommes l'histoire, nous qui incarnons la volonté de paix qui a animé nos prédécesseurs, femmes et hommes dans l'histoire, qui avons voulu l'Europe pour que ce soit la paix, nous qui l'avons voulu depuis la grande révolution de 1789, nous qui l'avons voulu à la suite de Victor Hugo, qu'il a tant de fois appelé de ses vœux ces États-Unis d'Europe. Pour nous, l'Europe que nous voulions ne peut pas être l'Union européenne que nous avons sous les yeux. La monnaie unique à laquelle nous pourrions aspirer, ça ne peut pas être l'euro qui est aujourd'hui purement et simplement une cage où enfermer et faire mourir tous nos rêves, toutes nos espérances, y compris jusqu'aux plus légitimes. Regardez le retournement de situation, regardez en face comment on vous berne, on vous trompe, on vous enfume, on vous ment. Aujourd'hui, on vous montre des milliers de réfugiés et l'on appelle à votre bon cœur, que vous avez immense et bien connu, car vous êtes du camp de ceux qui tendent toujours la main à celui qui tombe, à celui qui ne sait pas comment avancer plus loin. Mais vous n'êtes pas dupes de cette comédie. Pourquoi ne parle-t-il que d'accueil? Pourquoi ne parle-t-il jamais des causes du départ de ces milliers de gens? Et les causes du départ de ces milliers de gens, c'est l'agressivité de l'Union européenne. Oui, qui est responsable des guerres auxquelles elle participe et qui est responsable d'imposer à tous les pays de l'Afrique subsahélienne des contrats absolument léonins qui ruinent les économies locales et mettent en mouvement des millions de gens. Mais je vous prie,
Je vous prie de ne pas vous contenter de regarder au loin des réfugiés plus ou moins exotiques. Je voudrais vous rappeler les conséquences sur les Européens eux-mêmes de cette politique. Car pour l'instant, le plus grand mouvement de population que nous ayons eu à vivre, nous les Européens, ce n'est pas l'arrivée des Syriens, ce n'est pas l'arrivée des Érythréens, c'est le départ de 500 000 Grecs de leur pays, partis de force, dont 120 000 en Allemagne, où l'on s'est frotté publiquement les mains de voir arriver de la main-d'œuvre de haut niveau de qualification, comme ils se frottent les mains de voir arriver ces Syriens qui parlent tous anglais, puisque vous les voyez à la télévision, vous expliquez leur malheur, ce qui signifie qu'ils appartiennent à la classe moyenne formée et instruite de ces pays, qui se trouvent donc privés de leur élite. 500 000 Grecs, 1 million d'Espagnols ont dû quitter leur patrie en moins de 10 ans, en raison des politiques de l'austérité. Voilà les plus grandes vagues de migration, tant et si bien que l'Europe et son hypocrisie rejaillit sur le monde entier avec un rire amer de la part de nos amis d'Amérique latine. C'est Evo Morales qui dit « L'Europe ne cesse de nous envoyer des immigrés et de repousser les nôtres ». Si bien qu'ils passent leur temps à inventer des législations contre les gens qui cherchent du travail, tandis que nous passons notre temps à essayer de faire des législations qui leur en donnent ici. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui conduit inexorablement à la catastrophe. Car sur cette pente, il ne peut y avoir qu'une catastrophe. Vous savez que je n'aime pas peindre le noir sur le noir. Je ne suis pas un orateur qui compte sur le fait que les gens ont tellement peur que ça les motive. C'est tout le contraire. Je voudrais vous dire que chaque défi qui nous est lancé est une opportunité pour inventer et créer et passer à autre chose de plus puissant, mes camarades et amis. Eh bien, le défi est tellement grand que nous avons devant nous une opportunité géante d'inventer quelque chose de radicalement nouveau et il faut s'y mettre. Mais vous, d'abord, devez comprendre que la condition numéro 1, c'est la démocratie. Si l'on fait l'Europe contre les peuples, on a déjà essayé de le faire de nombreuses fois, ça échoue. Eh bien là, nous avons une série à répétition de coups de force contre la démocratie. Peut-être que vous l'avez présente à l'esprit, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas. Tout a commencé lorsqu'en 2005, on nous a remis sur la table un projet de constitution qui réunissait tous les anciens textes qui avaient fondé l'Union européenne. Au terme d'un chantage inouï, il avait été dit aux Français que s'ils rejetaient le traité constitutionnel, ils rejetaient toute la méthode de construction européenne qui avait prévalu. Eh bien, les Français ont rejeté le traité constitutionnel. C'est un avis extrêmement clair qu'ils ont donné. Et ensuite, le président Sarkozy est fraîchement élu, a trahi le peuple français qui avait voté non en lui faisant croire qu'il avait voté oui, et c'est le traité de Lisbonne. Après quoi, le suivant est arrivé, et il avait promis que l'on renégocierait le traité budgétaire, vous vous en souvenez. Le traité budgétaire, c'est la camisole de force dans laquelle nous sommes en train de mourir. Et vous vous souvenez de moi, pauvre diable, en train d'essayer d'expliquer à Montpellier pendant 20 minutes en quoi consistait le mécanisme européen de stabilité financière, et vous me regardiez en disant « bon, peut-être qu'il va nous parler d'autre chose pour finir ». À l'époque, la France entière avait un sujet de débat absolument extraordinaire, la viande halal. Voilà de quoi on parlait, au lieu de parler de ce qui allait nous toucher directement. Eh bien, mes amis, souvenez-vous de quelque chose. C'est parce que la démocratie a été violée à 2 reprises, parce que François Hollande, candidat, avait promis de réviser le traité budgétaire. Maintenant, changez de casquette un instant. Et imaginez-vous que vous êtes Madame Merkel. Alors, elle voit arriver un président français, son peuple a voté non, et il lui dit ben, c'est pas grave, on va dire que c'est oui, on coupe tout en morceaux, on le jette en l'air, et comme ça retombe, on le colle, et ça fait le traité de Lisbonne. Alors elle le regarde, elle se dit mais il est drôlement agité ce type. Bon, s'il nous dit que les Français ont dit oui, et ben alors qu'ils ont dit non, bon. Arrive le suivant, qui a dit on va renégocier tout. Il arrive, bonjour madame, comment ça va? Ça va. Alors elle lui dit en allemand,
C'est tout ce que vous avez à me dire? Oui, oui. Oui, ah si, il faut un plan de relance. Et l'Europe entière d'apprendre que François Hollande a obtenu un plan de relance de 120 milliards, dont 60 qui existaient déjà dans le budget européen et 60 autres à trouver par emprunt.